Voilà, donc ce que je voulais vous dire, que les principaux résultats de la COP, ça a été surtout ce qu'on a dit, sortir des énergies fossiles. Et le mot, en fait, au départ, on voulait dire phasing out, c'est-à-dire sortir vraiment des énergies fossiles. Et le mot retenu a été plutôt transitioning away, c'est-à-dire une transition pour sortir de l'énergie fossile. Donc ça a été un peu diminué après. Et puis il faut transformer nos systèmes alimentaires. C'est quelque chose qui est beaucoup sorti. Et puis le troisième point sur lequel vraiment on s'est beaucoup arrêté à la COP, c'est les actions pour l'adaptation. C'est pas uniquement réduire les émissions de CO2, mais c'est aussi permettre aux populations les plus vulnérables de s'adapter. Alors, je vais vous présenter donc les différents thèmes. Donc, voilà les thèmes que je vais essayer d'aborder de façon assez rapide quand même pour ne pas trop rentrer dans le détail. Donc, je vais peut-être passer. Tout d'abord, donc les principaux points. Donc, comme je disais, c'est la transition hors de l'énergie fossile. Donc, ça c'est quelque chose qui est assez important. Donc, c'est la COP28, c'est vraiment, ça marque le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles, en fait. Et ce qui est pas mal, c'est que ça a été fait à Dubaï, quand même. C'est un pays exportateur de pétrole qui fait partie de l'OPEP et qui était d'accord de sortir de ces énergies fossiles. Ensuite, on a cette transformation des systèmes alimentaires qui est très importante et qui a été beaucoup discutée dans la COP. Je vais y revenir. Et puis, l'autre point qui était important, c'est la collaboration entre les différentes parties prenantes. Souvent, on nous dit, ça sert à quoi cette COP? Vous partez tous, vous prenez l'avion, c'est un grand rassemblement finalement. Est-ce que ça sert à quelque chose? Là, il y a eu quand même, on a vu qu'il y a eu de gros efforts de collaboration et ça a été vraiment avec tout le monde. Autant les gouvernements, évidemment, ça a été aussi le financement, les participations des jeunes, le commerce, la santé, l'alimentation, les avancées technologiques, tout a été en fait dans le même sens. Et ça, c'était le point positif. Et donc là, il y a eu une convergence sans précédent. Et on a vu qu'on a tous les secteurs de l'économie, les gouvernements, les entrepreneurs, les technologues, les investisseurs, tous vont chercher des solutions qui ont été dans le sens des populations les plus vulnérables. Alors, le Global Stocktake, c'est en fait un terme pour dire comment on va comptabiliser les résultats de l'accord de Paris. Et c'est la première fois, en fait, qu'on a essayé de voir qu'est-ce qui a été fait, qui a été vraiment réalisé, et d'essayer de le comptabiliser. Alors, ce qui a été positif, c'est que dès le démarrage de la COP, on a eu cet accord sur le fonds de pertes et préjudices et on a eu des promesses qui allaient jusqu'à 792 millions de dollars. C'est quand même pas mal, mais ce n'est pas suffisant. C'est déjà une bonne avancée, on va dire. Donc ça, c'était vraiment dès le premier jour de l'ouverture de la COP. Et on s'est dit, on va fort. D'accord? Ça n'a pas été tous les jours aussi fort. Malheureusement, voilà, il y a eu des moments plus ralentis. Et donc, ce que j'ai noté aussi et qui est très important, c'est qu'on a non seulement considéré le changement climatique et l'accord de Paris, mais on a voulu aussi prendre en compte les autres cadres internationaux, comme le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming et Montréal, qui avait été très important pour les questions de perte de biodiversité, et puis les objectifs du développement durable. Donc tout ça a été considéré ensemble à la COP 28, et donc ça, c'était vraiment très positif. L'autre point que je voulais aussi souligner,
ça a été les contributions déterminées au niveau national. Vous savez, tous les pays font ces contributions en disant, en anglais c'est les NDCs, voilà, nous on pense qu'on va pouvoir diminuer nos émissions de temps. Et puis après, il faut voir combien ils ont fait effectivement. Et bien là, on s'est rendu compte que quand on les a calculés, à la fin de l'année 2020, c'était vraiment pas ce qu'ils avaient annoncé. Hein. Donc ça, c'était très négatif. Et l'appel du GIEC, c'était quand même une réduction de 43% des émissions mondiales d'ici 2030. Donc on n'était pas bon là. Hein. C'était une constatation un petit peu négative de ce Global Stocktake. Après, ce qui a été positif, c'est que pour moi qui travaille pour les océans, il y a eu quand même des engagements sur l'océan. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et faites sur les océans. Par contre, ben, comme on a dit, c'est des engagements et il n'y a rien de contraignant. Donc ça, c'est le point toujours négatif. Pour le moment, on n'arrive pas à vraiment arriver à quelque chose où les gens seront sanctionnés s'ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc après, on a décidé d'abandonner les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques pour parvenir à une consommation nette nulle d'ici 2050. Donc ça, c'était assez bien. C'est un accord historique qui a été fait et donc le projet final a été publié le 13 décembre. Donc voilà, ça c'était le point le plus positif. Le point le plus négatif, je dirais, c'est que juridiquement, il n'est pas contraignant. Alors, je vais passer à la partie nature. La nature a été quand même bien considérée puisque on a parlé à la fois de la transition des combustibles fossiles, la conservation de la nature et le rôle crucial de l'océan. Et ce n'est pas seulement, d'ailleurs, quand on parle de la nature, c'est la protection, conservation et restauration des divers écosystèmes. C'est autant l'eau douce, l'océan, les forêts, les montagnes, la cryosphère. Donc ça, c'était quelque chose de très positif. La championne climatique pour la COP28, Razan Al-Moubarak, a dit, je ne sais pas si c'est le slide suivant peut-être, voilà. Vous avez ici sa citation, elle a dit « La nature n'est pas seulement décorative ou récréative, elle est fondamentale. De la savane aux mangroves, la nature est un allié inestimable dans la lutte contre le changement climatique et représente l'outil le plus rentable et le plus évolutif pour s'adapter à ses conséquences. » C'est un petit peu ce que je vous expliquais avec le carbone bleu. Ces puits de carbone, en fait, si on les conserve, ça permet de capturer le CO2, comme les forêts, en fait. L'autre point très important, c'est le sol. C'est pour ça que les sols agricoles, il faut les maintenir aussi en bonne santé, parce que ça capture le CO2. Donc, la diapositive suivante. Donc, en tout, ce qu'on peut dire sur la COP, c'est qu'on a une bonne compréhension du rôle à la fois du changement climatique et de la nature, de la biodiversité, ensemble. On n'a pas voulu les séparer. On a maintenant de plus en plus de liens entre le GIEC et l'IPBES. L'IPBES, c'est en fait, entre guillemets, le GIEC de la biodiversité. Et c'est l'autre organisme qui permet d'évaluer la littérature sur cette biodiversité. Et ils ont travaillé ensemble, main dans la main, pour sortir un rapport ensemble. Donc c'est très positif. Donc il y a bien des collaborations scientifiques qui sont faites pour le bien-être de notre planète. Donc là, je vous ai repris, mais c'est peut-être pas la peine de rentrer dans tous les détails. Voilà tous les accords, en fait, les alliances qui ont été faites autour de la nature. Et donc, on a des accords qui ont déjà été signés, on a eu de l'argent qui a été engagé, donc c'est assez positif d'un point de vue réalisation. Donc, quand on parle de la COP28 et qu'on dit que ça a été un gros flop, c'est pas vrai. Il y a des choses quand même qui ont été mises en place. Des pays ont collaboré, y compris la Chine, vous voyez, qui était quand même
bien engagé et qui a voulu faire quelque chose. Je me rappelle qu'à Glasgow, pour la COP26, la Chine, par exemple, n'avait pas voulu même venir. Hein, donc, c'est positif. Donc, dans ce Global Stocktake, on a donc le rôle de la nature qui est de plus en plus engagé. Donc, c'est bien pour les écosystèmes parce qu'on va les préserver. Donc, voilà, je passe un peu plus vite. Voilà, là, j'ai repris tous les pledges. Pourquoi le mot pledge? C'est qu'en fait, on a eu des engagements. Mais chaque fois dans les COP, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des signatures de choses qui ont été mises en place. Et maintenant, on va observer s'il y a eu des actions derrière. Et c'est pareil pour les financements, parce que chaque fois, les organismes financiers s'engagent à apporter de l'argent. Donc, on retient ça comme pledge, hein, comme engagement. Mais par contre, on ne sait pas si par la suite, ils vont vraiment le réaliser. Et ce sont des promesses, en fait, pour l'instant. Mais bon, quand ça avance comme ça, on se dit que c'est toujours un peu positif quand même qu'il y ait eu quelque chose, quoi. Alors, comme je vous disais, quand même, l'océan, ça capture 25% des émissions de carbone. Ça absorbe 90% de l'excès de chaleur. Donc, c'est vraiment très, très important. Et dans les textes, le texte final de l'accord de la COP28, l'océan a été cité plusieurs fois. Et on a même parlé de solutions basées sur l'océan. Donc, j'ai plus le mot en anglais, je suis désolée, donc chaque fois j'essaie de traduire. C'est Ocean-Based Solutions. Donc, du coup, on essaye vraiment de baser ces solutions en prenant l'océan comme modèle à ces solutions. Donc, c'est vraiment, voilà, c'était pour moi en fait une belle réussite. On avait un pavillon sur l'océan qui était présent. Le premier pavillon sur l'océan a été l'année dernière à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Et on était quand même content d'être membre de ce pavillon. J'y ai fait pas mal de conférences et cette année, il était de nouveau présent, très actif et il y a eu une déclaration. Donc c'était à peu près, je crois que c'était 138 grandes institutions mondiales qui travaillent sur l'océan qui ont fait cette déclaration pour l'océan. Donc c'était, en tout cas d'un point de vue recherche, très important. Alors, comme tout à l'heure sur la nature, je vous ai repris un petit peu ce qui a été fait au niveau de l'océan. Vous voyez qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans l'atténuation, l'adaptation, et puis dans tout ce qui est aussi pour aller au-delà, en fait. Hein. Donc, tous les articles qui ont été faits, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, peut-être c'est pas la peine non plus de... Voilà. Et on reconnaît hein, donc à chaque fois que la nature est notre meilleur allié dans l'action climatique. Et ça, c'était une belle réussite pour parler cela. Donc je voulais quand même, oui, je voulais peut-être juste avant cette... oui, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, on peut voir en fait qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place et il y a eu pas mal d'annonces qui ont été importantes. Par exemple, sur le plan financier, il y a l'Alliance pour la résilience des océans et le climat qui a reçu des promesses qui ont dépassé 250 millions de dollars pour faire avancer les solutions climatiques. Donc c'est quand même bien, même si ce n'est pas suffisant. Au niveau du transport maritime, on a en fait 36 leaders du secteur qui ont décidé de décarboniser l'économie. 90% du commerce international se fait par voie maritime. Donc vous voyez, c'est quand même un point qui est très important. Sur la conservation marine, c'est pareil, on a eu quand même une mobilisation d'environ 200 millions de dollars qui a été faite. Sur les plans pour le plan d'action pour un océan durable, on a 40 entreprises qui ont signé un appel en faveur des plans pour l'océan durable.
Donc voilà, c'est quand même pas mal de choses. D'un point de vue... oui, merci beaucoup. Voilà, je vous les ai repris ici, donc vraiment avec tous les chiffres sur lesquels ils ont été engagés. Je pense que ça ne sert à rien que je rentre dans tous les détails. De toute façon, ni vous ni moi, on va les retenir. Mais par contre, je les ai mis parce que l'année prochaine, on voudra voir qu'est-ce qui a été tenu dans toutes ces promesses. C'est quand même ça qui est important. D'accord ? Donc, voilà. La suivante. Donc voilà, ça c'était pour reprendre ce que je vous disais, cette fameuse déclaration du pavillon océan qui a été quand même très marquante et qui a compris ces écosystèmes côtiers et marins qui permettent de protéger la nature. Ce que j'ai un petit peu moins aimé dans on va dire dans cette COP, c'est quand ils ont commencé à parler de géo-ingénierie. C'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser la technologie pour absorber et séquestrer le carbone. Et par exemple, on peut fertiliser le phytoplancton, l'océan, avec du fer. C'est-à-dire on rajoute du fer dans l'océan. Et voilà, c'est une des solutions. Et ça permet en plus de rendre l'océan moins acide, m'ont dit les scientifiques. Donc comme ça paraît très beau. Sauf que ce fer, il faut le prendre quelque part. Donc sur ce quelque part, si on veut le mettre dans la mer, ça va être le prendre sur terre. C'est-à-dire aller encore creuser et faire des galeries sur terre. La deuxième chose, c'est qu'on va le mettre dans la mer, mais on ne sait pas les conséquences sur les écosystèmes. On ne sait pas si on va détruire encore autre chose. Il n'y a pas assez d'expérience pour voir. Alors... c'est un petit peu comme une sorcière là, qui touille dans sa potion et on ne sait pas ce qui va en sortir. Et on nous dit c'est la technologie, il faut investir dedans. Et je peux vous assurer qu'il y a des grands groupes internationaux qui sont en train d'investir dans ces technologies. Donc c'est notre rôle en tant que scientifique, pas que du GIEC, mais scientifique tout simplement, d'expliquer attention, on n'a pas assez de recul par rapport à ces technologies-là. Donc voilà, et ça c'était un petit peu ce qui me faisait peur. Quand j'entendais certains discours, j'avoue que j'étais un petit peu choquée. Et donc voilà, sur ce que je voulais aussi insister, c'est que cette COP a été énorme. Énorme au niveau des participations des délégations, mais aussi de participation du secteur privé. J'ai jamais vu dans des COP autant de secteurs privés, de gens de secteur privé qui étaient là. Et c'était beaucoup de financiers, beaucoup d'entreprises qui étaient là. Alors, parlant du changement climatique, mais cherchant aussi à faire des affaires du coup. Et il y avait beaucoup de contrats qui se sont discutés en dehors de la COP, en dehors du cadre de la COP. C'est quoi la COP? J'aurais dû commencer par là. En fait, on a deux zones dans la COP. Ce sont des négociations internationales. Donc, si on est à la 28, ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à résoudre le problème. Hein. Alors, quand on parle des accords de Paris, c'est la COP 21. Et donc, vous voyez, on fait du chemin, mais très petit à petit. Et chaque fois, c'est pour ça qu'on fait des comptes rendus comme ça, où on essaye de dire qu'est-ce qui a été positif et qu'est-ce qui a été négatif. Physiquement, on a deux espaces dans la COP. On a l'espace bleu, là où se passent les négociations, mais là où aussi se trouvent les scientifiques qui vont discuter avec les décideurs politiques, essayer de les influencer dans le sens positif, à leur faire comprendre la science, etc. Souvent, ce n'est pas si facile, hein, parce qu'on a les conférences scientifiques d'un côté et les négociations dans un autre espace. Alors, ce qui est bien, c'est quand de temps en temps, on passe de l'un à l'autre. Et puis, on a la zone verte, qui est pour la société civile, c'est-à-dire que n'importe qui, hein, vous, si vous aviez envie d'aller jusqu'à Dubaï, vous pouvez rentrer dans cette zone verte. Il suffit de faire une accréditation sur Internet et ça vous permet de visiter, de vous sensibiliser. Et on a fait aussi des conférences dans cette zone verte qui étaient très intéressantes et des événements vraiment scientifiques de haute valeur. Donc voilà, ça c'est les deux zones de la COP. Et puis, comme je vous disais, il y a aussi les à côté de la COP qui se passent dans les grands hôtels, qui se passent dans les grandes soirées, dans les soirées privées,
où on discute les contrats, on discute les financements, et on a des fonds qui se créent justement d'un point de vue financier. Et ces fonds-là sont en train de chercher les investisseurs, les philanthropistes, et donc tout se passe dans ces COP-là parce que on est tous là, présents, et on fait notre rôle. Voilà. Donc, oui, je vais passer, merci. Je vais passer aussi au côté adaptation de cette COP. Donc, on a eu quand même beaucoup de pays en voie de développement qui ont voulu expliquer leurs problématiques, qui ont bien dit qu'ils n'ont pas pollué autant que les pays développés. Par contre, eux, ils ont besoin de financement. Et c'est pour ça que c'était important que dès le premier jour, ce fonds pour pertes et préjudices a attiré de l'argent. C'était pas assez, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un grand pas en avant. Et ça a bien ouvert, on va dire, la COP. Donc ça a été plutôt positif. Maintenant, est-ce que ça va être mis en place? Est-ce que ça va être appliqué? Ben voilà, on va voir. Je vais Merci. Donc voilà, là je vous les ai repris aussi, tout ce qui a été dit au niveau adaptation. Vous voyez que même à la fin, on en parle de adaptation finance. Donc souvent on parle de finance climatique en regroupant adaptation et atténuation. Ben là, on a vraiment insisté sur la finance pour l'adaptation. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et discutées. Par contre, il y a eu quand même des ambiguïtés et les pays en voie de développement trouvaient que les montants annoncés étaient très en deçà de leurs besoins. Et ça a été quand même un peu le côté regrettable, et notamment pour l'atténuation, c'est là qu'il y a eu le plus grand progrès. Pour la première fois, on a parlé de vraiment sortir des énergies fossiles. Et je vous dis, le terme au départ, c'était vraiment sortir des énergies fossiles. Ça a été transformé faire une transition hors des énergies fossiles. Donc c'est un peu dommage, mais quand même le mot était là. Donc ça c'était, on va dire, le point le plus positif. Pour pouvoir mettre en place cette sortie des énergies fossiles, on a parlé aussi des solutions basées sur l'océan, et notamment les énergies renouvelables dans la mer, les éoliennes, la marémotrice, etc. Donc ça, c'est les nouvelles énergies liées à la mer. Et puis, on a tout ce qui est à côté. Donc, et comme je vous disais tout à l'heure, je suis passée un petit peu vite, mais c'est aussi très important de parler de méthane, parce que le méthane reste moins dans l'atmosphère que le CO2, et par contre, il est très important de le réduire. Donc, on a eu le Methane Pledge qui a été mis en place déjà depuis, je crois que c'est la COP 26. Et donc là, on a des États supplémentaires qui se sont rajoutés. Donc ça, c'était bien. Et puis, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur l'énergie renouvelable. Le rapport du GIEC l'a dit, le prix de l'énergie, le coût de l'énergie renouvelable est en train de chuter, notamment le solaire est en train de bien chuter, l'éolien aussi. Donc on peut maintenant aller vers ces énergies renouvelables, parce que souvent on a dit ça coûte trop cher, on ne va pas y aller. Mais non, maintenant on peut y aller, et on est content qu'on a été écouté à cette COP 28. Et je vous parlais du système alimentaire. Donc le système alimentaire, déjà il a un impact sur les émissions de CO2. Donc là, ça a été bien reconnu. Ça contribue un tiers des émissions globaux de CO2. Et ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est de parler d'une agriculture soutenable, durable. Donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui a été très important. Et la FAO, c'est la partie des Nations Unies qui s'occupe de ce côté en fait alimentaire. La FAO a soutenu en fait toutes ces discussions sur l'alimentation et l'agriculture. Donc il y a eu cette déclaration des Émirats qui a été signée par 152 pays et qui a décidé d'intégrer
donc tout ce qui est système alimentaire et agriculture dans les plans pour le climat. Donc ça, c'était aussi une avancée très positive. Et finalement, donc voilà, pour conclure, hein, donc, parler d'agriculture durable, ça a été une grande avancée. Et aider le système alimentaire à réduire les émissions de CO2, ça a été un des objectifs de cette COP. Voilà, là j'ai repris, comme j'ai essayé chaque fois, parce que comme ça on peut suivre si ça a été fait ou pas. Donc c'est la suite, on peut passer, je pense. Et voilà, les challenges maintenant, qu'est-ce qui était positif? Ben, je le redis, ça a été cette idée de sortir des énergies fossiles. Et le terme, c'était le début de la fin de l'énergie fossile. Donc c'était assez marrant, ça a été repris comme terme. Donc on a quand même une vraie déclaration qui a été faite. Par contre, rien de... Voilà, en fait, des engagements, des promesses, mais rien qui pourra faire des sanctions si ce n'est pas appliqué. Et ça, c'est toujours le côté un petit peu dommage de la COP. On a parlé beaucoup donc de nouvelles technologies pour justement capturer, séquestrer le carbone. Et on a parlé des financements pour mettre en place. Nous, ce qu'on a peur au niveau du GIEC, et on l'a vraiment dit, c'est qu'en fait, on voudrait plus de science pour comprendre ces technologies. Elles sont trop nouvelles. On peut faire confiance aux solutions basées sur la nature, parce que la nature fait ça depuis des millénaires. Par contre, nos nouvelles technologies, ben, il faudrait les expérimenter déjà en laboratoire avant de se lancer dans des choses beaucoup plus importantes, et notamment ce géo-engineering qui fait peur à beaucoup de scientifiques. Et donc, on a vraiment fait valoir qu'il nous faut beaucoup plus de besoins financiers parce que ce n'est pas suffisant. Pas seulement sur l'océan. Ed Goodall, donc, c'est en fait le président de l'association pour les baleines et les dauphins. Lui a dit que, il manquait des financements pour l'océan parce que ça le concerne aussi, mais vraiment ça manque dans tous les domaines en fait. Donc voilà, un petit résumé rapide. Ce qu'on peut dire, voilà, je vais prendre mon texte. Donc en résumé, la COP28 a permis des avancées notables en ce qui concerne l'objectif mondial d'adaptation, l'inclusivité et les considérations d'équité sociale. Toutefois, les critiques portent essentiellement sur les lacunes en matière de financement de l'adaptation et sur les résultats ambigus. La reconnaissance des océans et les engagements pris lors de la COP28 sont positifs, mais des inquiétudes subsistent quant à la dépendance à l'égard des océans pour l'atténuation des émissions de carbone et aux incidences négatives potentielles sur les écosystèmes marins. Alors que la COP28 pose les bases, l'attention se tourne vers les prochaines COP. Ben oui, on est déjà là. La prochaine COP sera en Azerbaïdjan en 2024 et au Brésil en 2025. Et on espère de nouveaux progrès en matière de négociation climatique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nathalie.